le changement, ce sont les entreprises qui vont le véhiculer. C'est pas, monsieur et madame tout le monde honnêtement, même s'il y a plein de gens qui font plein d'actions et heureusement qu'il y a ces gens-là, pour moi, ce sont les entreprises qui doivent et qui peuvent changer les choses. Si les entreprises n'ont pas envie de changer les choses, mais il y aura rien du tout derrière qui se passera. Toi, Nicolas, c'est peut-être pour ceux qui connaissent moins ton métier, qu'est-ce que tu fais finalement? C'est quoi ton quotidien professionnel? Mon quotidien pro, c'est beaucoup de choses. C'est surtout le travail de l'image. Mon rôle, c'est d'utiliser l'image pour proposer à des entreprises, des organisations à but non lucratif ou peu importe, des solutions qui puissent répondre à leurs objectifs. Concrètement, c'est ça. Donc aujourd'hui, on pense souvent que, tu sais, la vidéo, on appuie sur un bouton, record et puis, ça s'arrête pas mal à ça. Ouais. Mais si tu veux pousser un peu vraiment l'outil de la vidéo puis, de l'image, ça prend des objectifs à définir ensemble et puis, ça prend une stratégie, en fait. On intègre vraiment la stratégie de la vidéo Ouais. auprès, des entreprises, des OBNL pour que, bah, déjà la vidéo soit rentable pour les clients et puis, qu'il y ait un impact derrière. Et puis, généralement qu'il soit positif. Et c'est intéressant parce qu'en fait, l'impact, justement, c'est au centre de ce que tu fais, je crois. Moi, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. C'est parce que j'ai fait vidéaste, puis vidéaste d'impact et j'ai trouvé ce que tu faisais. Donc, ça veut dire quoi, peut-être, d'impact? On dirait que ça peut parler d'impact social, mais est-ce que c'est vraiment ça, le... Il y a 2 impacts, le social puis l'environnement. Et mon travail aujourd'hui, je veux le rendre exclusif dans ces 2 domaines, soit donc un impact social, soit un impact environnemental. Tous les autres projets, c'est pas que je veux pas les faire, mais ça ne m'intéresse pas, donc je laisse ça aux autres. Et pour moi, ça fait vraiment du sens de travailler sur ces impacts, sur cette thématique, parce que je sais pourquoi je filme au final. Ouais. Je sais pourquoi je vais prendre ma caméra et puis, beh, c'est vachement plus intéressant, motivant, plutôt que, simplement arriver et puis appuyer sur le bouton enregistrer et puis on livre un produit pas sans saveur, mais, ça me ressemble moins en tout cas. Donc je c'est une décision que j'ai prise, donc je me ferme plein de portes, hein, soyons clairs. Mmh. Mais par contre, je m'en ouvre aussi beaucoup plus, et les portes qui, elles, sont ouvertes sont vachement plus intéressantes, en tout cas pour moi, puis pour l'écosystème en tout cas dans lequel je navigue, donc ouais. Ah, c'est ça, un non pour un meilleur oui, là, comme on dit parfois. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi derrière la caméra que beaucoup l'image se joue? On pourrait croire que c'est ce qui se passe de l'autre côté, la personne que tu filmes ou ce que tu vas filmer, mais en fait, la personne derrière la caméra va aussi beaucoup déterminer ce qu'on montre, comment on le montre. Donc, j'imagine que c'est la touche subtile qui est amenée dans chaque contenu. Bah, c'est ça, j'essaie vraiment de challenger, déjà les clients, puis en fait, chaque projet sur lequel je travaille, pour essayer d'apporter un concept déjà, Ouais. puis essayer de coller le plus possible en fait à la vision aussi du client, parce que c'est lui qui connaît en tout cas, le plus son métier, donc c'est à moi de m'imprégner en fait de toute cette vision, puis de, mmh, de sa stratégie, de son environnement, de ses produits, de ses services, Ouais. pour proposer quelque chose qui soit vraiment en accord avec ça et pas, simplement encore une fois, on arrive, on prend la caméra, on filme, on délivre et puis c'est tout. Donc en fait, c'est vraiment le plus dur de trouver cette espèce de concept. Aujourd'hui, il y a des agences de communication qui le font absolument, magnifiquement, mais ils sont 15, 20, 30 personnes Copywriter, aujourd'hui. tout ça, il peut y avoir plein d'intervenants finalement dans un script ou dans Ouais, un... exact, exact. Donc c'est, des budgets évidemment qui sont différents. Mon objectif, moi, c'est d'essayer de proposer, on va pas se rapprocher des agences, des grosses agences de communication, mais en tout cas, c'est d'essayer de permettre à des clients qui n'ont pas forcément des budgets de 100, 200, 300 000 dollars, de pouvoir quand même, avoir un rendu, pas qui se rapproche, mais en tout cas qui vient titiller, les rendus qu'on retrouve en agence de communication, mais à une échelle un petit peu plus, on va dire humaine, authentique. Bah, moi, j'encouragerais vraiment les gens à aller voir sur ton site web parce qu'il y a vraiment des belles choses sur la chaîne YouTube où tu sais, t'enseignes à des gens la vidéo documentaire puis la photo documentaire, si je reprends bien les termes d'expert. Mais parce que moi, c'est ça qui m'a marqué. Il y a des courts-métrages, en fait, ou mini-documentaires, que ça soit sur... Il y a une personne, mettons, à Montréal, qui fait de l'escalade, qui décrit, en fait, des enjeux de sa santé mentale, puis comment elle trouve un équilibre à travers
finalement l'escalade et son rôle dans cette communauté. Tu as une personne qui a vécu des choses dans sa vie, puis qui est allée vers les sports, les arts martiaux, et que ça a été une forme de thérapie pour cette personne-là. Il y a Mhm. vraiment des histoires qui sont des tranches de vie qu'on retrouve. Et ouais, je trouve qu'il y a une certaine patte. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça pour mieux comprendre ton travail, parce qu'on peut en parler, mais rien parle plus qu'une image en vidéo documentaire. Et pourquoi ça a été important pour toi d'aller vers des choses de sens finalement dans ton travail, dans ce que tu filmes? Tu sais, si on prend un petit peu de recul, on est arrivé ici avec ma femme en pleine pandémie. Mmh. Puis en pleine pandémie, il y avait absolument rien à faire. Ouais. On était bloqués, quoi. Donc le seul échappatoire, c'était la nature. Puis on a découvert, on vient de France, puis d'une région, la région vient de Rhône-Alpes. Donc niveau nature, on est quand même servi là-bas, mais bizarrement, en tout cas, moi, j'ai jamais pris le temps tu sais, d'aller voir ce qui se passait, d'aller en montagne, d'aller marcher, etc. Donc toute cette partie-là, moi, je l'ai découvert au Québec. OK. Et on a, je pense, écumé tous les parcs de la CEPAC du Québec durant Ouais. les 2 premières années. Je pense qu'on les a à peu près Waouh! tous faits. Et il y a vraiment un voyage qui nous a marqué et qui m'a marqué particulièrement, c'est quand on est parti en Gaspésie. On est allé, à un moment donné, dans le parc national de la Gaspésie. Puis dans le parc national de la Gaspésie, il y a une harde de caribou qui vit là-bas. OK. Et ils sont une dizaine. Il y en a quasiment plus. C'est assez terrible. Et malheureusement, la raison pour laquelle ils sont plus qu'une dizaine, c'est parce que l'homme est arrivé par là et puis on a fait un peu n'importe quoi. Vaste sujet au Québec, dont on pourra parler d'ailleurs peut-être tout à l'heure, parce que j'ai eu l'occasion d'approcher en fait toute cette communauté liée au bois. Et donc, c'est la communauté forestière aujourd'hui qui peut poser en tout cas certains problèmes pour les animaux sauvages. Donc bref, on arrive dans ce parc et puis on nous dit que on peut voir cette harde de caribou, mais Ouais. il faut partir très tôt le matin et puis il faut prendre une navette parce que tout est OK. réglementé. Tu peux pas arriver dans l'endroit sans autorisation, sans guide de la CEPAC. Dans quel coin de la Gaspésie? C'est je vais pas te dire de bêtises, il me semble que c'est le Mont-Jacques-Cartier. Ça se pourrait. Je pense qu'il y a Il le me parc, semble. ah, j'allais mélanger avec le Saguenay, j'allais dire le parc Forillon, mais c'est encore autre chose. C'est le parc des Grands Jardins où il y a une autre harde, mais celle-ci est protégée puis tu peux pas la voir. OK. Mais l'autre protégée, elle est là-bas. OK. Après, si tu vas en Côte-Nord, tu as tous les autres caribous. Puis bon, là, c'est encore différent, mais là, on parle du caribou forestier. Ouais. Et on arrive donc, évidemment, tu as de la rando à faire pour accéder à C'est ça. clair, ils sont pas en ville, ils sont C'est pas ça. downtown. C'est pas un zoo, quoi. Et on a cette chance de voir ces caribous et puis de voir la harde, quoi. Donc, on la voit à, je sais pas, 200 mètres de nous, peut-être. Ouais. Et puis, donc, à l'époque, je faisais pas de vidéo, je faisais de la photo. Donc, évidemment, j'ai mitraillé tout ce que je pouvais. Et cette expérience de voir cette harde de caribou, en fait, je sais pas pourquoi, mais tu sais, ça m'a marqué. Puis, j'ai voulu savoir pourquoi on a si peu de caribous. C'est qui les acteurs derrière qui ont géré ça, qui défend le caribou aujourd'hui, etc., etc. Et donc, Ouais, c'est ouais. comme ça aussi que je me suis lancé un petit peu dans la vidéo documentaire parce que je voulais tu sais, immortaliser, puis filmer, puis créer un projet vraiment autour de ça. Projet qui est toujours en cours. Euh, et je pense que cette rencontre a déclenché justement le fait de se dire mais c'est vraiment trop con. Enfin, je veux dire, pourquoi on peut pas tous juste s'entendre puis tu sais, évoluer de manière sainement Ouais. et puis arrêter de tout dézinguer comme on a l'habitude de le faire depuis des années. Et j'ai toujours, j'ai pas toujours, c'est pas vrai, mais je me suis pris d'obsession, je pense, pour l'image. Il y a donc avant la pandémie, ça remonte à 7 ans maintenant, où donc j'ai commencé par la photo. Et puis donc, je voulais vraiment travailler dans l'image à un moment donné. Et puis ce côté donc vidéo documentaire, ça allait vraiment dans le sens de tout ça. Donc c'est comme ça en fait que j'ai démarré la vidéo ici au Canada. Ouais, ouais. Et c'est donc cette rencontre qui a fait à un moment donné, tu te poses une question quand tu te lances en affaires, c'est quoi ma niche? Dans quel secteur d'activité je veux aller travailler? Est-ce que je veux aller travailler dans de la fitness? Est-ce que je veux aller travailler dans de la nourriture, etc., etc. Puis moi, je voulais vraiment travailler
dans l'impact positif au sens large, pas forcément 100% nature, parce qu'il y a Mhm. déjà énormément Couverture, j'imagine. ouais, puis de Ouais. talents qui font ça superbement bien. Puis c'est dur, honnêtement, de faire de la vidéo et de la photo en pleine nature. C'est toutes conditions. Et puis ça prend ça prend de l'équipement, ça prend une condition physique particulière. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je voulais vraiment euh, accéder à cet impact social ou environnemental, puis y avoir accès partout. Donc, Mm. aujourd'hui, on y a accès à Montréal, que ce soit un social ou environnemental. Puis je voulais quand même garder tu sais, une vie de famille sans partir des semaines, voire des mois, justement en pleine nature pour aller documenter un projet. Ah, c'est un vrai choix, ça, c'est vrai. C'est un vrai Dans une choix. profession, quelle que soit ta profession, à un moment donné, la contrainte géographique, ça peut devenir une opportunité, mais c'est un vrai choix de vie. Ouais, Exact. je suis bien d'accord. Et puis ça, c'est, comme tu dis, c'est un choix de vie. Puis tout le monde n'est pas forcément déjà d'accord avec ça. Puis c'est dur, honnêtement, quand tu pars des semaines entières ou alors que tu pars tous les 2, 3 jours. C'est un rythme à prendre, puis c'est pas ce que je voulais en tout cas à ce moment-là. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça m'arrive de partir une semaine, mais tu sais, c'est une manière. Euh, c'est pas tout le temps, c'est pas de manière récurrente. Je comprends. Et donc, tu sais, en faisant des recherches, après, tu regardes, il y a quoi en impact social, en impact environnemental à Montréal, dans la grande région de Montréal, puis Montérégie, etc. Puis en fait, il y a énormément de choses à faire déjà, rien qu'ici, en fait, sans devoir aller au Saguenay tous les 2 jours. Il y J'imagine. a énormément de choses. Juste là, je pense que je pourrais penser à peut-être 20-30 sujets. Juste le Canada, là-bas, c'était une terre des Premières Nations. Ensuite, je veux dire, par où commencer? Ouais. C'est intéressant aussi, comme c'est ton choix en tant que vidéaste ou un journaliste, ce serait pareil, de choisir le sujet, juste choisir ce que tu vas montrer. Il y a un gros parti pris à ça. Hmm. Et c'est subtil parce que tu mets les autres en valeur, mais tu dis quelque chose par ton choix de sujet. Mais en tout cas, fait que là, avec tout ça, tu chemines, tu regardes les niches qui s'offrent à toi et là, tu te diriges vers l'impact au sens large, pas que la nature finalement, mais aussi, là, on voit que tu touches à la santé mentale dans une partie du travail que tu fais. Mhm. J'ai l'impression, quand je te parle, à chaque fois que tu es un peu un aventurier de la société, j'ai l'impression que tu es tout le temps en train d'aller, que ça soit dans des institutions gouvernementales ou dans des choses plus nichées ou dans des régions où est-ce que ça va aller parler de sujets divers et variés, notamment la santé. Donc, ça a l'air d'être un peu l'aventure sociale pour toi. Tu as l'air de connecter beaucoup de gens ensemble ou te connecter à beaucoup de gens et beaucoup d'univers finalement dans ton métier. Ouais, je suis hyper curieux, mais vraiment. Puis je m'intéresse aux gens. Euh, Puis je pense que dans nos métiers, c'est hyper important justement de s'intéresser aux gens. Il n'y a rien de pire quand tu commences une conversation, puis tu as quelqu'un qui dit moi je, moi je, moi je. Ouais, ok, bon, ben toi je. Et puis au revoir, quoi. Alors que à partir du moment où tu commences à poser des questions, à t'intéresser aux gens, c'est là que tu commences vraiment à construire et à échanger sur des thématiques qui sont absolument incroyables. Et ouais, c'est pour ça peut-être que je touche à beaucoup d'univers. Aujourd'hui, tu vois, j'ai 2 projets que je suis en train de réaliser, dont un qui va être en cours. Un premier projet sur la santé mentale, toujours, mais sur les premiers répondants. Donc, c'est sur les policiers, les pompiers, les vétérans de la guerre, Ouais. les infirmières en santé mentale. Comment toutes ces personnes, aujourd'hui, arrivent à gérer leur troubles de stress post-traumatique. Et puis, aujourd'hui, il y a donc quelqu'un qui s'appelle Christine qui arrive à gérer ça, qui est passée par là, puis qui, aujourd'hui, aide ces personnes-là grâce à la pêche. Et donc, Ah il y ouais. a une histoire sur laquelle, maintenant, ça fait 3 ans, Christine, si tu m'entends, oui, on va avancer sur le projet, mais je veux vraiment, vraiment aller au bout, en tout cas en 2026, de ce projet, parce que c'est... euh, tu sais, on n'en parle pas assez de tous ces gens-là qui dédient leur vie pour sauver des gens, pour tout un tas de choses, et qui sont, à mon sens, super mal accompagnés aujourd'hui. Parce que, tu sais, je prends l'exemple des pompiers. Les pompiers ne sont pas prêts aujourd'hui à voir les horreurs auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Parce qu'ils sont premiers répondants, effectivement, il y a beaucoup d'histoires. Les pompiers, ils viennent, on croit que c'est pour les feux, mais je parlais avec C'est un ça. pompier, c'est 5% de son travail en C'est fait. ça. C'est pas ça C'est qu'ils lunaire. font, les pompiers. C'est Ils vont lunaire. dépercher des chats, ils vont chercher une personne qui est morte depuis 10 jours dans son appartement, ils Ouais. viennent. C'est. Ouais, il y a des choses là. C'est intense. Puis, ce que disait Christine, justement, c'est que aujourd'hui, un médecin peut préconiser, par exemple, des sorties en nature pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mais c'est prouvé, pas scientifiquement encore, mais c'est prouvé que la pêche a ces Mm. mêmes vertus. Et donc, le travail de Christine, c'est de faire en sorte que la pêche soit reconnue comme une thérapie positive
pour la santé mentale au Canada. Et donc, je veux vraiment, encore une fois, aller au bout de ce projet parce que en fait, ça peut non seulement inspirer plein de gens, mais ça peut peut-être aussi donner un peu plus d'espoir, en fait, pour les gens qui savent plus, tu sais, comment gérer leurs problèmes de santé mentale. Parce que c'est intense. J'ai discuté avec des vétérans, les gars sont traumatisés, quoi. Puis aujourd'hui, tu sais, tu reviens, tu as ta vie de famille à gérer, tu as ta vie classique, puis les mecs sont détruits. Puis Ah comment ouais. tu gères ça, quoi? Donc l'idée, c'est d'éviter, en tout cas d'essayer de réduire l'impact du trauma en anticipant, puis justement, soit en faisant de la pêche, soit en faisant de la méditation, du yoga, peu importe, de la nature, mais tout un tas de choses, en fait, avant que ça explose et avant que ça leur pète à la gueule, quoi. C'est drôle que tu dis ça parce que dans la série québécoise que je pense qui est sur tout.tv, Empathie, Oui, dont on parle beaucoup ouais. dans ces milieux-là, ben, on voit justement qu'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dont une personne avec le feu. Et bref, on voit qu'ils ont dû se poser beaucoup de questions sur la santé mentale, avoir des accompagnements dans la conception de la série, le copywriting avec des gens du domaine médical. Mhm. Et ils amènent, à un moment donné, tu as la figure de leadership qui est une femme médecin qui essaye d'amener la thérapie par la nature, justement, et par les sorties. Et si je me rappelle bien, elle rencontre une certaine réticence, mais Ouais. voilà, il y a beaucoup de. Les neuroscientifiques se penchent pas mal là-dessus, sur la nature. Vraiment, les motifs irréguliers de la nature vont attirer ta concentration d'une façon douce qui te canalise à la fois, mais en même temps sans trop te stimuler, comme mettons un Mhm. travail sur un ordinateur ou autre. Et apparemment, ça nous fait beaucoup de bien, mais vraiment du bien dans le, dans le- enfin, à Dans plein de l'état niveaux. d'esprit, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ok. L'autre projet, c'est en ce moment, et puis je sais pas pourquoi on n'en parle pas assez, mais il y a un gars à Montréal qui s'appelle Olivier, qui court un marathon tous les mois. Et ce gars, c'est incroyable. Et il court un marathon pour lever des fonds pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Ouais. Et donc, c'est sûr que je vais faire ce projet. Et puis, donc, je l'ai contacté, il est à fond. Et puis, j'ai contacté une maman qui le suit depuis le début, qui Ouais. a malheureusement pour elle une fille qui est malade euh, et qui veut faire partie du projet. Et donc, ce genre de projet, tu vois, c'est exactement ce pourquoi je me suis lancé en vidéo documentaire. C'est que le but premier, c'est d'inspirer d'autres mamans déjà, à travers donc la course d'Olivier, parce que Ouais. le gars, il a une micro-fracture du tibia, et puis à tout instant, ça peut péter, quoi. Donc, j'espère pas pour lui que ça va casser tu sais, jusqu'à la fin de son dernier marathon, mais c'est pour dire à quel point ce coureur est déterminé, tu sais, pour aller jusqu'au bout, juste pour lever des fonds. Enfin, je veux dire, on lui demande rien, et pourtant il le fait. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment noble de sa part. Donc voilà, bref, projet à venir, projet à sortir au niveau de l'impact social. Super intéressant. C'est un peu ce que je te disais avant l'épisode d'aujourd'hui, enfin notre conversation. J'essaie de penser à peut-être une question qui pourrait faire le lien entre ce que tu fais et puis qui tu es. Et en fait, c'était de dire bah, justement, qu'est-ce qui fait que tu es prêt à ce point-là à mettre les autres en valeur? Parce que c'est vraiment quand même mettre tes sujets en valeur, ou en tout cas leur donner un sens. Qu'est-ce qui. Puis tu l'as déjà peut-être un peu répondu, parce que c'est des thèmes très intéressants, mais est-ce qu'il y a des choses dans ton histoire à toi qui ont fait à un moment donné te dire je vais porter mon attention vers les autres et ma curiosité, et je vais me mettre au service d'autres personnes comme ça? Mais j'ai réfléchi en fait à cette question, puis j'ai pas de réponse incroyable. Ça, je pense que je devrais aller en psychothérapie là-dessus. Honnêtement, je pense que je déteste l'injustice. Puis ce côté d'injustice, je pense que ça revient à l'enfance, où on a vécu à Madrid avec mes parents pendant 5 ans Ah ouais? en tant qu'expatrié. Ah, ok. Et à l'époque, j'avais donc 4 ans, 4 à 9 ans. Et quand tu arrives dans ce pays que tu connais pas, donc on remet un peu dans le contexte, hein, il n'y avait pas d'internet, on était encore au téléphone, c'était des valises énormes que tu arrivais, que tu prenais à deux mains, là, qui pesaient une Ah tonne. ouais. Et on arrive dans un pays qui déteste les Français. Parce que Ouais. période franco, parce que
Napoléon et compagnie. Enfin bref, il y a toute une histoire, en tout cas France et Espagne. Et toi, tu comprends absolument rien du tout de ce qui se passe. Et je me souviens de ces moments en fait où tu avais des gamins qui nous caillassaient en fait la tronche en nous insultant de français en fait. Et donc, honnêtement, j'ai réfléchi, puis je pense que l'injustice, elle vient de là, de cette période en fait qui indirectement m'a un peu traumatisé, alors pas au point incroyable, mais pourquoi tu fais ça en fait? Moi, j'ai rien à voir dans tout ça là. Et peut-être que depuis ce moment, j'ai toujours voulu un peu aider les autres. Après, tu arrives au collège où cette injustice, tu la vois à nouveau aussi. Enfin, Ouais, c'est des âges où les êtres humains sont durs à ces âges-là. Hein. Ah C'est ouais. pas évident. Hein. T'as les caïds qui arrivent puis qui te posent problème. Alors, pas moi directement, heureusement. Moi, j'étais toujours dans le milieu. Là, j'étais jamais la star ni le méchant petit canard, mais Stratégique comme position. ouais, c'est Ça arrive. ce qu'il faut faire généralement, surtout à cette période. Mais tu te poses la question encore une fois, pourquoi vous faites ça, les gars? Et puis après, tu redoubles, puis c'est toi qui deviens le caïd parce que tu as que des petits jeunes en face, donc tu fais ton malin. Et puis bref, après tu grandis, puis tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'aider les gens. Donc je pense qu'on est dans une société où même si on est entrepreneur aujourd'hui, on peut aider les gens en faisant de l'argent aussi. Parce que évidemment, c'est un service, c'est du business. Bah ouais, c'est sûr. Mais je pense que ça peut être fait de manière honnête, quoi. Sans rentrer dans des trucs vraiment louches ou douteux où il n'y a aucune pitié, puis c'est donne-moi ton fric, puis après je me casse. Ouais. Donc, je crois vraiment dans ce côté un peu business authentique et simple, et où on peut faire un travail et délivrer un travail sans que ça parte en je vais te voler, quoi. Je suis convaincu de ça. Et donc après, ce côté mettre en valeur les autres, ben, pour moi, ça fait du sens parce que en fait, le changement, pour moi, ce sont les entreprises qui vont le véhiculer. C'est pas monsieur et madame tout le monde, honnêtement. Même s'il y a plein de gens qui font plein d'actions, et heureusement qu'il y a ces gens-là, pour moi, ce sont les entreprises qui doivent et qui peuvent changer les choses. Si les entreprises n'ont pas envie de changer les choses, mais il n'y aura rien du tout derrière qui se passera. On regarde des entreprises comme Shein, des gens ne comprennent pas pourquoi Shein pose problème aujourd'hui. Ben, c'est peut-être parce que Shein communique malheureusement trop bien pour que ces gens-là se posent pas les bonnes questions, en tout cas. Donc, il y a les entreprises qui doivent faire un certain nombre de choses. Ensuite, il y a les agences de communication qui doivent aller dans le sens évidemment des entreprises, puis qui doivent être capables de dire non quand le message ou la communication n'a aucun sens. Puis là, je pense clairement au groupe Havas qui a fait les communications pour Shein. Et puis, honnêtement, mais pourquoi franchement, pourquoi vous avez fait ça? Arterix, qui avait aussi fait un scandale il n'y a pas très longtemps. Bref, ce sont les entreprises. Puis si les entreprises n'ont pas envie de changer les choses, mais malheureusement, on ira un peu droit dans le mur, quoi. Donc, moi, à mon petit niveau, je veux aller vers les entreprises qui veulent changer les choses, puis leur proposer des services qui peuvent leur permettre de communiquer efficacement sur les changements qu'ils veulent faire. C'est ça Ouais. le but final, en tout cas. Puis évidemment, après, derrière ces entreprises, il y a des entrepreneurs. Puis moi, c'est ces entrepreneurs auxquels je m'intéresse parce que c'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui ont la vision du truc. Donc c'est eux qui doivent être mis en lumière au final. Ah, ok, mais là, on y touche vraiment. Là, on est dans le. Voilà. Là, c'est ça. Ok, ben non, mais c'est intéressant que tu l'articules comme ça parce qu'effectivement, là, ça prend beaucoup de sens de se dire, faut bien qu'il y ait un catalyseur à un moment donné pour ceux qui vont vouloir communiquer. Il y en a qui vont se dire que ça passe par l'éducation, que tout passe par l'éducation, mais c'est une forme d'éducation aussi de diffuser les bonnes images. Mhm. Et encore faut-il que les bons joueurs, les bons vidéastes, ils soient au service des bons messages. En plus, pour toi, je sais pas pour toi, moi je me rappelle à un moment donné, j'ai fait un choix. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler en finance, vraiment tout début, 2017, je lisais des romans. Je laissais plus on dirait, de liberté puis de visuel dans ma vie. Notamment, je lisais des romans qui avaient. Je lisais des choses qui se passaient dans les bois au Québec, en Ontario, les premiers peuples, etc. Des choses souvent qui me ramenaient dans des livres qui se passaient dans les bois, qui se passaient dans la nature, parce que j'aime bien mentalement ou physiquement être dans la nature. Et on dirait que ça faisait quelque chose à mon imaginaire. Et sans que ça soit ésotérique, par exemple,
si je fermais les yeux avant de m'endormir, j'avais juste des images qui étaient là dans mon écran mental, plutôt que des concepts ou des mots. Vraiment, ça flottait, puis je jouais à un peu les regarder bouger jusqu'à ce que je m'endorme et comme cette zone de passage du conscient à l'inconscient, Mhm. de juste tous les soirs, j'allais au cinéma. Je fermais les yeux, mais vraiment, c'était ça. Je fermais les yeux, je regardais, je suis comme: «Ah, je sais pas du tout pourquoi là, je vois une chaise» ou tout à coup, je vois une autre image et je laissais un petit peu ça aller et c'était comme une forme de méditation. Mais j'ai fait un choix à un moment donné, j'ai arrêté, je me suis mis à lire plus de livres de business pour optimiser mon temps et cetera. Il y avait plus de philosophie de passage du conscient à l'inconscient et je me suis toujours demandé, quelqu'un qui travaille dans l'image, comme toi, est-ce que ça joue sur, un peu ton écran mental ou ton monde interne, toutes ces images et ces contenus que tu touches? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu vis un peu un Dans le monde des une bisounours. oui, voilà, c'est ça. Non, mais pas vraiment, honnêtement. Je pense qu'il y a deux choses. Tant que le projet n'est pas réalisé, oui. Les images, elles défilent, puis je vais aller chercher un maximum l'inspiration, puis je vais aller voir ce que peut-être d'autres réalisateurs font. Mais une fois que le projet est fini, il est fini, puis on passe à autre chose. Puis je fais partie des gens qui détestent un petit peu le travail qu'ils font. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, je veux plus jamais le voir, puis c'est terminé, quoi. Ah ouais, OK. Ouais, 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 j'ai vraiment du mal avec ça. Euh, donc, c'est sûr que là, tu vois, par exemple, le projet sur la course à pied avec Ouais. Olivier et Karine, j'ai 1 million d'images, puis je suis en phase, en fait, où je regarde tout ce qui peut être lié et de près ou de moins, de près ou de loin, excuse-moi, au projet. Donc, ça va être soit la course à pied, soit euh, tout ce qui peut être apporté à la vie d'une maman quand on a un enfant malade. Malheureusement pour moi, j'ai un enfant malade qui n'est pas de la trempe de Karine en ce moment, mais du coup, je suis à la maison avec ma fille, puis ok, ça ressemble à quoi tu sais, le quotidien Ouais, quand tu ouais. dois gérer ça. Donc vraiment, j'essaie de tout relier pour avoir pour en fait déjà me créer un petit peu une histoire dans ma tête, mais visuelle. Pas en script, vraiment visuel, comment, tu sais, par exemple, je peux cadrer tel ou tel truc. Puis après, aujourd'hui, on a des outils qui sont absolument magistraux qui peuvent nous aider justement à trouver de l'inspiration, que ce soit des images fixes ou des images qui bougent. Je pense à Frameset. Et puis ça, c'est des mines d'or pour nous parce que en fait, on peut créer vraiment tout notre film juste à partir d'images, juste à partir d'un ordinateur aujourd'hui. Je parle pas d'IA, hein, je parle vraiment d'images qui ont été déjà tournées. Et Mmh. puis on récupère ces images pour créer en fait une espèce de storyboard dans notre espace à nous. Et OK. puis après, en fait, ça nous donne une direction. Puis lors du tournage, après, il y a toujours cette phase un petit peu que j'adore où tout peut arriver, en fait. Le moment prend son envol un peu, Le rôle, ça va être de se faire le plus petit possible pour que la personne qui soit dans la tête devant la caméra se sente pas déjà oppressée, puis soit le plus naturel possible. c'est c'est intéressant. C'est comme quand on est, tu sais, quand on est plus jeune, et qu'il y a des photos à l'école, tu as certains photographes, certaines personnes qui viennent, qui vont avoir cet art de mettre les gens à l'aise tout de suite, de créer le petit sourire. Donc finalement, tu vas beaucoup chercher quelque chose, comme par exemple souvent les gens qui sont bons à interviewer. Je pense à il y a un Américain, David Letterman, il est très bon à interviewer parce qu'il sait te mettre dans un certain état ou te permettre d'aller dans une certaine zone de confort. Ça, c'est toujours intéressant. Hem J'ai entendu dire que dans le film Django Unchained avec, Leonardo DiCaprio, à un moment donné, il est à table, il est avec une actrice, il pète Un verre. un verre, il se Ouais. coupe la main, pour vrai Ouais, ouais. et là, il met sa main en sang dans la face de l'autre actrice parce que lui, dans son moment d'acteur, il est comme: «Je je me fous des conséquences de Il est dans faire sa ça. zone. Ça va faire des meilleures images» et donc il vit son moment, il improvise. Mais ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire spontanément aussi, Ouais, puis à partir du moment où les gens sont à l'aise, où tu as cassé cette barrière, c'est là où vraiment la magie intervient. Il y a rien de pire que d'avoir. Beh, après, le documentaire, c'est vraiment particulier. C'est pas de la pub où là, tu vas vraiment diriger, ou même un film où tu as vraiment un jeu d'acteur à faire. ouais. Là, il n'y a pas de jeu d'acteur à faire. Tu peux diriger quand même la personne. Tu sais, cours dans telle ou telle position, dans tel ou tel sens. Mais il faut que ça soit le plus naturel possible pour qu'on y croie. Sinon, ça marche pas, quoi. Donc, il faut que la personne soit à l'aise. Puis ça prend du temps. Puis il y a un réalisateur qui s'appelle Lance Oppenheimer.
Lance Oppenheim, excuse-moi, qui avait fait, qui a un talent incroyable et puis sa grande spécialité, c'est de mettre à l'aise justement les gens avec qui il tourne. Et Ok. donc, à un moment donné, il y a un documentaire qui s'appelle All Kind of Heaven qui se passe en Floride, dans une maison de retraite pour vieux, mais genre, c'est une maison dorée, quoi. Ah, ok. Et le gars a passé tellement de temps avant même de tourner avec toutes ces personnes-là, donc tous ces protagonistes, que quand tu es dans le film documentaire, tu as l'impression que c'est un film. Parce que c'est incroyable. Le gars, les gens ont la caméra pointée, mais genre à 2 centimètres de leur visage, et tu as l'impression qu'il n'y a pas de caméra et que c'est un jeu d'acteur, alors que pas du tout. C'est absolument incroyable la relation de confiance qu'il a réussi à créer dans ce film, quoi. C'est fort. Donc, ouais, c'est important. C'est sûr que ça doit être un métier très humain. Et est-ce que, comment dire ça? Est-ce que dans tout ça, tu te sens mieux depuis, est-ce que pour ton bien-être, ou juste, ton expérience au quotidien, le fait de faire un métier où tu es quand même pas mal en contact avec des gens, tu es quand même pas mal en contact avec quelque chose qui est aligné avec tes valeurs, même s'il y a des défis professionnels, faut faire tourner une entreprise, faut, répondre à des besoins. Est-ce que, comparé au job que tu pouvais avoir avant, en petite agence ou tu sais, tu te sens différemment, dans ton quotidien? Oui, et et je mets un mais parce que quand tu es salarié d'une entreprise, tu ne te poses pas les mêmes questions. Tu fais ton travail, tu rentres chez toi, c'est terminé, rideau. Mmh. Quand tu es une entreprise, tu fais ton travail, tu rentres chez toi et puis ça continue. Et c'est ça qui est difficile, je trouve. C'est oui, mentalement, je me sens différent, puis ça fait du sens, puis j'ai pas envie d'arrêter, malgré tous les challenges que ça a. Mais c'est sûr que c'est le confort du salarié, tu l'as plus. Enfin, moi, je trouve que je l'ai plus, que nous soyons clairs. Il faut pas compter ses heures et tout, mais je pars du principe qu'à un moment donné, moi, mon cerveau, il a besoin de déconnecter, sinon ça va pas le faire. Donc, c'est positif parce que ça fait du sens. En fait, tout ton quotidien prend du sens. Puis à chaque fois que je suis en tournage, enfin, c'est l'éclate, quoi. Franchement, c'est l'éclate. Ouais, Mais ça prend vraiment, je pense, puis tu vois, là, ça fait 3 ans que je fais ça. Je tourne souvent seul, même si j'intègre de plus en plus de gens dans les tournages, mais ça prend une équipe, en fait. Ça ouais, prend des gens qui... Déjà pour que les projets aient plus d'impact, mais pour élever encore plus le niveau. Mais du coup, ça prend du management, ça prend de la gestion humaine. Donc c'est aussi différent. C'est plus facile d'arriver tout seul, puis tu arrives, tu fais ton truc, puis on n'en parle plus. Mais c'est sûr qu'en équipe, tu peux grandir. Tu sais, on dit toujours on va plus loin. Oui, c'est le cas. Mais je trouve il y a aussi son lot de challenges. Donc, pour répondre à ta question, oui, le quotidien change. Maintenant, l'objectif 2026, c'est tu sais, d'avoir vraiment des gens sur qui compter, et puis avancer comme ça, quoi. Puis j'en ai déjà rencontré, puis ça se passe super bien, et c'est vraiment cool, tu sais, on avance vraiment ensemble, on grandit en fait vraiment ensemble, ouais, sans ouais, qu'il y ait ouais. du salarié intégré, mais par contre c'est donnant-donnant, et ça marche super bien, quoi. C'est souvent ça avec les humains dans les recrutements, quand, tu grandis une entreprise. Moi, de mon expérience, c'est que tu as peut-être, un certain pourcentage des gens qui sont complètement lancés, autonomes, qui vont être dans leur zone de compétence et qui vont faire les choses et tu quasiment rien à faire, ça vient d'eux. Et tu peux avoir un petit pourcentage de tes relations qui vont prendre beaucoup d'énergie parce qu'il faut micromanage. Et l'art de d'arriver à ce que ça soit quasi exclusivement des contextes ou des gens avec qui tu es dans la première catégorie. J'ai pas complètement la formule, pour ça, Ouais. mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui te sauvent du temps, c'est incroyable. Ils vont au devant. Là, on le voit récemment, par exemple, à une certaine échelle. Je pense à quelqu'un dans le projet d'Alexandra, les studios de yoga, etc., qui est ma femme, puis qu'on a ensemble. On a une amie qui est en ressources humaines à la base, qui a décidé récemment d'arrêter son travail parce que elle était un peu en perte de sens, même si elle aimait bien son équipe et tout ça en ressources humaines, dans les relations industrielles. Et là, elle s'implique pour l'instant, on va voir pour combien de temps dans le projet. Et quand elle va chercher un sujet, c'est une tête pensante. C'est pas juste ah super, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. C'est hey, j'ai pensé à telle chose, je vais le régler. Puis je Hmm. suis mieux de m'écarter de son chemin. C'est ça qui va être plus productif, c'est que je lui donne ce qu'elle a besoin et je m'écarte de son chemin. Hmm. Donc ouais, c'est
Mais ce genre de connexion, c'est incroyable, mais c'est tellement difficile à trouver. Tu as des gens qui veulent aller dans la même direction que la tienne, qui ont qui sont au même stade de carrière, en fait, que toi, c'est-à-dire, soit en transition de carrière, soit, hem, qui veulent potentiellement, la faire et je suis convaincu de ça, effectivement, que trouver les bonnes personnes qui peuvent te faire sauver du temps. Tu sais, quand tu avais interviewé Éric Léger, justement, dans l'immobilier, c'était exactement ça. C'est-à-dire que le gars a fait grandir, en fait, des gens autour de lui. Mais Ouais, mais je trouve que ces personnes qui veulent grandir avec toi et à trouver, c'est ça le plus dur, en fait. Après, une fois que tu les as, let's go, c'est parti. Mais les tu sais, tu vas les chercher où? Comment tu fais, en fait? C'est ça la difficulté, je trouve, aujourd'hui. c'est vrai que tu es comme un cultivateur d'humains quand tu te mets en mode leadership et qu'on aurait tort de penser que c'est parce que ton entreprise a le revenu pour engager que tu vas être. Après, faut sauter le pas si c'est la direction qu'on veut prendre. Mais moi, par exemple, je me suis retrouvé assez tôt à recruter des gens et avoir zéro les compétences pour donner un bon encadrement et un contexte sain et tout ce que tu veux. Et Ouais. donc, les erreurs étaient nombreuses. On arrivait à faire le travail, mais c'est juste que, tu sais, d'assumer que parce que tu as le chiffre d'affaires pour avoir des gens, t'es l'être humain qui est capable de Ouais. bien le faire. Moi, je suis encore en apprentissage et je trouve que le leadership positif, c'est le truc le plus où je suis le plus humble aujourd'hui sur les apprentissages à faire. OK. Et fait que je veux pas te faire peur, mais, Ouais. Non, mais c'est une mais étape, ouais, hein. je pense qu'il faut le faire à un moment donné si on a cette vision, mais que euh, après on est peut-être pas au même stade. Moi, l'humain que j'étais quand j'ai commencé à être en nécessité d'engager des gens par rapport au projet que j'avais peut-être pas la maturité que toi tu as acquis aujourd'hui qui te permettrait de créer un cadre de travail plus, plus intentionnel aussi. Donc, il n'y a pas de. Mais pour autant, effectivement, tu vois, il y a la partie financière, parce qu'il faut les payer, les gens, puis il faut bien les payer, parce que tu peux pas payer les gens en lance-pierre non plus. Mais tu as aussi le côté humain. Comment tu fais grandir les gens, justement, dans ton quotidien, avec tout un tas de challenges qui viennent avec, quoi. Donc, il y a vraiment ces deux côtés, le facteur humain puis le facteur financier à gérer. Puis ouais, c'est comme tu dis, c'est une sacrée étape. Euh, c'est l'objectif de 2026. On verra si ça tombe ou pas, mais de d'aller pitcher, en fait, d'avoir des gens qui font tout le travail qui aujourd'hui me prend un temps de l'enfer, comme tu vois, le montage par exemple. C'est quelque chose que je veux plus avoir à gérer, quoi. J'ai des gens, ben, et d'ailleurs une personne qui s'appelle Victor là, qui gère très bien ça pour l'instant avec moi. Et dès que je peux, tu sais, c'est le montage c'est lui qui va le gérer. Puis moi, je vais me concentrer sur le concept, l'image, tel les tournages. Et puis, il faudra une autre personne qui gère toute la partie prod, qui prend aussi un temps absolument délirant. Puis aller chercher, par exemple, tu vois, le documentaire sur la course à pied pour lever des fonds, là, Ouais. ça prendrait quelqu'un, en fait, qui va et qui approche, en fait, des marques ou des organismes qui veulent faire partie du projet, puis qui veulent aider à financer, évidemment, le projet, parce que pour l'instant, c'est c'est homemade, hein, comme on dit. Pour justement faire grandir, encore une fois, tu sais, tout le projet final. Mais c'est difficile aujourd'hui je trouve, de convaincre des marques que c'est la bonne chose à faire pour elles parce que la marque va être liée justement à l'histoire Mm. d'un point de vue positif. Et les marques aujourd'hui ne voient pas vraiment l'intérêt parce que c'est ouais, bon, bah ok, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Tu sais, c'est ça Mhm. aujourd'hui ce que les marques cherchent à faire. Mais elle voit pas le côté long terme de, OK, la tu vois, au même titre que Astérix, ils ont fait un bad buzz terrible, et Ouais. une marque pourrait faire justement l'opposé en s'associant à une course noble, à une histoire qui parle d'espoir, en fait. Et ce côté justement documentaire d'impact et de marque, les marques encore, sans mauvais jeu de mots, ont du mal à s'imaginer. Peut-être les entreprises veulent faire du TikTok et du Reels parce que ça a plus de sens pour ou pas, pour leurs réseaux sociaux, mais il y a vraiment des questions à se poser sur la stratégie globale. Il y a évidemment peut-être des vidéos de vente qui sont à faire, mais il y a aussi des vidéos de marques à gérer. Puis cette partie-là, à mon avis, est la plus difficile à convaincre. Bref, donc ça prend effectivement des personnes qui sont dédiées vraiment à 100% à ce genre de choses, pendant que
après, tu as toute la partie créative qui est libre. Puis, tu vois, tu parles de One Thing, là, je sais pas où il est. Ouais, je l'ai dans mon sac Mais ici, c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que se concentrer juste sur une chose essentielle pendant qu'il y a une autre personne qui s'intéresse à autre chose et qui fait autre chose. C'est là où tu as vraiment toutes les compétences qui explosent puis qui émergent. Je pense que ce livre, ça va être ma nouvelle Bible. Sans ah, déconner, c'est incroyable. ton enthousiasme quand je te l'ai référé m'a donné envie de le relire et je suis en train de le relire justement parce que C'est insane. ça me rappelle, je revois mes notes, etc. Des autres années dans le livre, puis je mets les nouvelles sur les mêmes pages. Ouais, c'est vrai. C'est, en tout cas, moi, dans les livres justement d'entrepreneuriat que je lisais aussi, ils disaient que c'était un jeu de remplacement sur les Mhm. télétaux horaires. Donc, c'est vraiment basique en entrepreneuriat, mais c'est l'idée que si c'est l'équation temps et argent, la tâche administrative, par exemple, à faire ou la tâche de montage, qui est quand même une tâche de compétence à faire, vaut tant de l'heure, toi, ton temps vaut tant de l'heure, puis c'est de dire, OK, j'investis là-dedans, mais je fais l'acte 2 fois et je vais remplacer ce temps-là par quelque chose de plus et que si je fais pas ça, je peux pas passer le prochain palier. Moi, ça, c'est toujours validé, ces trucs-là. J'ai fait parfois par souci de recherche et développement, parce que des fois, quand tu fais un investissement, que ce soit dans une personne ou dans un outil ou une niche, des fois, l'investissement paye pas. Donc, tu as une partie qui se valide. Donc, je sais pas, tu engages le monteur, tu te commets vraiment. Là, ton chiffre d'affaires augmente de 40% cette année-là. Mhm. Yes. Tu essayes de réseauter dans tel type de secteur et tu mets beaucoup de temps et tu mets un peu d'argent pour être membre de je sais pas quelle communauté et ça marche pas au bout de 6 mois, t'es comme ouch. Mais en même temps, c'est le prix à payer tant que tu minimises ces pertes-là. Et que souvent, ça vaut. Je me rappelle, mon premier employé, c'était un logiciel. Ouais, mais ça fait le boulot, quoi, généralement. J'avais zéro sous et je passais des heures à faire des listes de clients potentiels. C'était le truc. Parce que si tu fais les bonnes listes de clients potentiels en gestion de patrimoine, tu pouvais aller chercher les bons clients potentiels. Et j'avais compris que c'était en amont, c'était dans la liste que se trouvait plus que dans l'approche. Ok. L'approche, tu as juste à être bon à faire une approche. Mais du coup, je passais des 4 heures par jour, tous les jours, à faire mes listes pour que pendant mes 4 heures d'appel, j'ai les meilleures listes, les plus pointues. J'appelais ça les golden hours. Pendant ces heures-là, c'était moitié de la journée chercher des clients, moitié de la journée servir des clients. Je voulais rien faire d'autre pendant ces heures-là. C'était comme ma religion, en fait. Hmm. Le bureau, c'était mon église. Puis moi, ma religion, c'était appeler les bonnes personnes sans perdre de temps, avec ma bouffe sur ma table, ma bouteille d'eau. Ah ouais. Je savais à quelle heure j'allais me reposer pendant combien de temps. Puis mon regard, franchement, c'était difficile de le capter à 9h00 là, ou pendant toute ma préparation mentale avant. D'ailleurs, il m'appelait la machine. Et j'en suis pas nécessairement fier, mais c'est comme ça qu'on m'appelle au bureau. Et des fois, il y a même des gens que je connais pas. Quand je vais à Manuvie au bureau, Ouais. qui me disent ah oui, c'est toi. Bref, je veux Ah vraiment ouais. pas, je dis pas, je vois toutes les limites de ça humainement parlant. Mais mon point, c'est que là, j'ai trouvé un logiciel chez Ahmad Softwares au Bangladesh qui faisait du scraping LinkedIn de listes. Ah Donc, ouais. je le faisais tourner à extraire selon des paramètres que moi, je copiais-collais normalement et que je triais. Et après, j'ai mis des règles pour. Mais bref, c'était un investissement pour moi d'acheter un ordinateur différent. Comme en montage, tu as besoin que la machine tourne pendant que Hmm. toi, tu fais des autres choses. Mais la satisfaction de m'être dit waouh, Le j'ai gain de investi temps. dans cette licence, mais je me sentais comme un joueur, quoi. J'avais l'impression de jouer à un jeu d'entrepreneuriat et c'était très satisfaisant. Donc voilà pour engager des gens, ma première machine. Mais ça fait peur, tu vois, malgré tout. Je me souviens, j'avais eu une discussion avec Michael, fondateur des Affûtés, qui m'avait dit il faut effectivement sauter le pas pour embaucher et pour engager des salariés. Puis de toute manière, une fois que tu as ton salarié, tu n'as plus le choix. Il faut que ça envoie du lourd. Mais si. Et c'est là où c'est hyper, hyper flippant, c'est que ton salarié, comme tu disais à l'instant, il est censé te rapporter X% de chiffre d'affaires parce qu'il a les compétences qui permettent de te sauver toi du temps, etc. Et c'est etc. toi qui vas le compenser le chiffre d'affaires finalement. Exact. Et tu as vraiment une équation à faire, mais ce palier, en fait, euh, est super dur, je trouve, à passer quand tu commences, parce que je suis jeune entrepreneur. Hein, c'est mon 2 ans, je entreprise. pense que ta boîte, elle est. Ça fait 1 an que je suis incorporé, mais ça fait 3 ans que je suis en affaires. Mais pour moi, le travailleur autonome, c'est encore c'est encore autre chose, je trouve. Une fois que tu es incorporé, je dis pas que c'est mal d'être travailleur autonome, mais c'est une next step, quoi, je trouve. Parce Ouais. que tu dois avoir un comptable, tu dois avoir tout un tas de choses. Puis bref, tu as un bilan, on parle plus de. Puis tu dissocies ton privé de ton pro. Donc, bref.
Ce toi-même, qui est une tu bonne sais. chose. Ouais, Ce qui est une bonne chose, exact. ce qui est une bonne chose, surtout quand tu as des enfants, et du patrimoine, etc. Mais c'est difficile. Puis je trouve qu'il y a, on parle souvent de, tu sais, d'accompagner les entrepreneurs sur tout un tas de choses, mais je trouve que de les accompagner dans cette étape, justement, c'est la plus difficile. Puis c'est ce qui me manque un petit peu. Peut-être que c'est des coachs, je sais même pas en fait comment ça marche, tu vois. Mais c'est vraiment le truc, à mon avis, qui ferait que beaucoup d'entrepreneurs permettraient de sauter le pas. Puis là, on parle pas de, tu sais, de start-up avec subvention, etc. On parle vraiment d'autofinancer, Ouais. le tout sans l'aide de personne. On a un produit ou un service qui est rentable, qui fait rentrer de l'argent, et ça permet de se développer, etc. Parce qu'on voit souvent les subventions aussi, mais tu sais, il n'y a pas que ça non plus, quoi. Non, c'est sûr, c'est un boost, mais moi, je sens ce besoin-là. J'ai l'impression qu'il y a une niche sous-servie de gens qui sont travailleurs autonomes en train de devenir entrepreneurs, qui sont en train d'essayer de passer de 0 à 500 000 de chiffre d'affaires, de Mm. 500 à 1 million. Et après, on comprend des choses passer ces stades-là, puis généralement, on est plus intéressé à nous aider si on cherche vraiment des coachs à un certain niveau. Mais ce premier palier, c'est pas vrai que les conseillers financiers, ils sont là, enfin, de mon expérience à moi de conseiller financier pour, par exemple, aller aider des gens à faire leur décollage puis prendre toute la charge mentale de leur business. On Ouais. aimerait, mais l'industrie te désillusionne assez vite que c'est pas ça qui se passe du tout, du tout. C'est comme, OK, est-ce que tu as 250 ou est-ce que tu as 500 ou est-ce que tu as 700 000 à placer? Puis après, il y a tout un beau travail qui peut être fait. Puis c'est quand même une industrie où il y a des bonnes personnes et des ressources. Mais mon point, c'est que moi, ça me donne envie en fait de créer des ressources justement pour ce palier-là dans les métiers des services, peut-être même du détail, de dire OK, juste pour le décollage, parce que c'est des principes de base et il y a plein, plein, plein de gens qui sont passés par là avant. Et si on faisait, mettons, juste par exemple, pour recruter une première personne, 10 erreurs à ne pas faire, je te les fais vite comme ça, top of mind, je me donne ce petit challenge, mais déjà, avoir une description de poste très claire, ça c'est l'erreur classique, surtout dans les petites structures. Je sais pas Ouais. ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qui est attendu de moi, et je finis par toucher à tout, et là tu dilues ta ressource. Il y a ça, il y a promettre la lune aussi en termes d'évolution trop tôt. Après, ça te revient plus tard où tu te sens, tu sais, pris. Donc, d'assumer ce que tu offres comme poste. Il y a le fait de, dans le fond, de pas oublier que même si c'est des connexions émotionnelles avec les gens, et relations humaines, il faut quand même cadrer le tout parce que quand il en vient à l'argent, t'es mieux d'avoir les choses claires dès le début. Enfin voilà, la liste, il y a plein de choses, mais ça prendrait juste que quelqu'un fasse une formation de 8 heures où ce que tu peux avoir ça, puis tu te la fais sur 6 mois Mhm. et tu te fais des modules à toutes les semaines et les principes, ils sont là, puis de les partager pour qu'on puisse essayer de les digérer. Mais excuse-moi pour cette aparté, je Non, mais je sens suis ce besoin, d'accord. je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec ça et ce que tu dis. Puis, tu vois, les quelques points que tu as énumérés, c'est des points qui nous paraissent évidents, mais en fait, si on te les dit pas, tu vas pas les pondre, quoi. Donc, ouais, il y a clairement un besoin d'accompagnement, à mon avis, à Montréal, là-dessus. Dans les autres, enfin, tu sais, ailleurs, je sais pas, même en France, je sais même pas comment ça marche, où ça se passe et tout. Je pense que c'est vraiment encore autre chose, puis c'est pas la même mentalité. Mais ne serait-ce que d'avoir quelqu'un, effectivement, qui je sais même pas comment on appelle ça, un développement des affaires, une personne qui développe tes affaires ou ce Ouais, genre de ouais. choses. Ça permettrait vraiment tu sais, de scaler et tout. Puis, je sais pas si je suis dans le faux ou pas, mais j'ai vraiment cette impression qu'à chaque fois que, en tout cas dans le domaine de l'impact, on a essentiellement des entreprises qui sont subventionnées et qui ont évidemment des boosts tu sais, des boosts financiers justement pour les aider, ce qui est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas ce boost tu sais, d'entrée? Est-ce Ouais. qu'il existe des entreprises aujourd'hui qui se sont bâties toutes seules, sans aide financière, sans aide de banque, sans aide? Tu es obligé de partir avec un capital à un moment donné. Mais je serais intéressé de savoir s'il y a vraiment s'il y a quelqu'un qui s'est bâti en partant de zéro, mais vraiment de zéro, sans l'aide de personne. Je sais pas dans l'impact et je peux pas dire que je suis parti de zéro, euh, mais il y a ce qui s'appelle le sweat equity et moi c'est ce que j'ai vécu. Donc je l'ai pas vécu parce que je suis quand même dans une situation où j'ai des parents qui m'ont aidé, qui ont payé mes études littéralement et mon appart étudiant et j'avais des jobs étudiants mais j'avais pas besoin d'en avoir. Donc il y a tout ça et tout le capital social que je pouvais avoir au début. Tu sais, t'es allé à l'école, on t'a donné une certaine culture et tout. Donc je nuance beaucoup mon propos et avec les privilèges que j'ai eus. Mais je peux te dire que dans le bureau de finance où j'étais, t'arrives, il y a des gens avant, ils étaient en électricité.
Il y a des gens avant, ils étaient en plomberie. Si tu as réussi ton cours et que tu es déterminé à le faire, tu le fais. Et là, concrètement, tu pars de 0, 0, 0 et on t'enseigne une méthode qui marche depuis des décennies pour partir de rien, avoir un processus de vente, avoir une clientèle cible et un cycle de vente. Et si tu as ce processus-là et le processus d'accompagnement après, ça se fait. Et c'est un peu le côté formule. Donc, je sais pas dans l'impact, mais j'ai la conviction que ce processus-là, il peut s'appliquer à n'importe quel métier des services. Vraiment, vraiment. Par contre, c'est pas très glamour. C'est un peu comme au foot ou au hockey, ils disent les fondamentaux, c'est contrôle passe, contrôle passe. Et là, tu dis à ton entraîneur, contrôle passe, mais t'es sérieux? Moi, je veux shooter. De quoi tu contrôle Ouais. passe? Ça sert à quoi, tu vois? Mais en fait, ceux qui font contrôle passe pendant plusieurs années, des heures par jour, justement, ton développement des affaires, euh, je pense qu'on a une belle conversation à avoir sur ça pourrait être quoi le process, parce que de mettre des gens à l'étrier pour faire du développement des affaires et que derrière ils aient des succès, j'ai fait ça pendant quelques années et pour moi-même aussi. Et ça m'a montré que ouah, c'est simple comme ça. Mais Mais est-ce qu'on est toujours en 2025 justement dans le... Pour moi, le contrôle pass, c'est de la vente... je sais pas comment on peut appeler ça, de la vente pure. Tu sais, genre, tu vas vendre, quoi. Tu étais un vendeur, tu es un ouais, commercial. Puis tu parlais de Will Smith, là, dans le film, c'est quoi, La poursuite du bonheur, non? Je sais plus. ouais, C'est ouais, ça? c'est ça, exact, exact. Qui vend ses télécopieurs, etc. Et un film incroyable. Pour moi, c'est ça, quoi. Tu es un vendeur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de vendre des services ou des produits sans vendre? C'est juste en s'intéressant aux autres. Est-ce que tu sais, c'est quelque chose qui est envisageable en 2025 d'avoir et de penser dans le monde des bisounours, quoi, soyons clairs. Est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas pour toi, est Euh, réaliste? ben, je pense que oui, je pense tu sais, il y a plusieurs façons, ça dépend comment on le définit, mais je te donne un exemple. Trois approches de vente disponibles pour quelqu'un qui fait de la vidéo. Mettons qu'on fait le persona de ton entreprise. Ouais. Et là, tu as ton coordinateur ou ton représentant des ventes que tu as engagé, qui est sur un système de salaire fixe bas avec un intéressement, puis peut-être même une vision d'équité ou je sais pas. Et là, il téléphone à compagnie ABC qui font, je sais pas moi, ils sont dans les médias ou ils sont dans autre. Puis, tu sais, c'est hey, salut Anthony, t'es à la coordination, je pense, chez telle firme. Ouais, salut, moi c'est Marc. Écoute, je suis chez, tu sais, dans la production de Nicolas Varillon, etc., vidéaste d'Impact. On a remarqué ce que vous faites, on trouve que c'est super intéressant pour tel point. Avez-vous déjà entendu parler d'entreprises qui génèrent des revenus avec le storytelling? Non? Ok. Écoute, nous, on a un agenda assez occupé. Fait que, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est pas un pitch de vente, mais dans les prochaines semaines, on fait des introductions pour voir quelles firmes pourraient être les bons profils pour rentabiliser un investissement dans la vision d'impact. Est-ce que c'est toi qui gères ça ici ou il y a quelqu'un dans le bureau qui est plus... Ah non, c'est plutôt Kenza qui gère ça. Super, je vais l'appeler. Écoute, je suis occupé cette semaine, je vais peut-être l'appeler la semaine prochaine. Est-ce qu'elle est en vacances la semaine prochaine? Non, super. Tu me donnes son numéro? Super, bye. Tu vois, fait que ça, c'est l'approche directe. Et ça peut être fait assez naturellement et ça peut être... Il est bon, il est bon. Non, mais tu sais, fait que c'est l'approche directe. L'autre approche, c'est plus du high ticket avec les clients. Mais c'est très time consuming, les gens qui vont Mhm. passer par la bande Ouais. de la relation pour faire le pivot à un moment donné et puis dire hey, au fait, à la fin du lunch ou à la fin du moment spontané, hey, au fait, faudrait qu'on se fasse un appel pour parler plus spécifiquement de tel enjeu de ton entreprise. Moi, j'ai souvent trouvé que cette méthode contournée, en fait, ce qu'elle te faisait perdre comme contrôle, c'est l'initiation. Parce que si tu décides d'initier X fois dans une journée le contact, après, c'est une question de dosage pour arriver aux opportunités que tu veux. Mais est-ce que tu crois, toi, à ça, du coup? On parle souvent de réseautage, tu sais, de 5 à 7 de machin, là. Est-ce que tu y crois à ça? Je sais qu'il y a des gens qui le font bien. Moi, c'est pas mon truc. J'y crois pas pour moi. Il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone, je pense, où c'est Ouais. un maître réseauteur. Ok. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans plein de réseaux et il a des cartes sur les différentes personnes. Il se rappelle vraiment bien de ce que les gens font. Mais moi, j'ai senti, pour mon expérience, une certaine duplicité dans le réseautage. Ou est-ce que, en bout de ligne, je préfère aller directement là où les gens ont le problème, essayer de les emmener dans une phase de diagnostic où potentiellement on peut apporter la Mhm. solution qui est le service, avec une approche vraiment adoucie qui casse vraiment beaucoup les stéréotypes des approches directes. Euh, ou est-ce qu'on se respecte dans tout ça aussi? Tu sais, on prend pas n'importe quel client, on prend pas.
Je préfère vraiment ça. Je trouve que c'est un peu plus honnête de mon point de vue et réaliste sur le fait de quantifier les attentes que tu peux avoir versus les résultats que tu peux avoir de façon Mhm. tangible. Mais c'est mon expérience aussi, mon tempérament. Je Le, sais que ça marche en tout cas. le réseautage, tu vois, c'est intéressant comme approche. Le réseautage, moi j'y crois parce que tu sais, j'en fais, Ouais. mais moi j'ai pas du tout une approche vendeur en réseautage, c'est une approche, on va rencontrer des gens, quoi, soyons clairs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'avais eu une discussion, je crois que c'était avec. C'est une personne qui travaillait à la BNC, mais tu sais, haut placé, puis qui nous parlait justement de réseautage. J'ai plus son nom, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, elle nous disait en gros, elle, ses réseautages, c'est 15 minutes par personne. Point. Et c'est timé, quoi. C'est-à-dire que pendant 15 minutes, elle va avoir son approche qui va être directe, en mode Ok. qu'est-ce que vous faites, machin, blablabla, ok. Point. Et au bout de 15 minutes, bon, ben, c'était intéressant, merci d'avoir échangé. Est-ce qu'on peut échanger nos contacts, nos machins, puis tu sais, on échange plus tard pour un café, et blablabla. Mais je pars du principe, enfin, elle disait en fait, au bout de 15 minutes, euh, je suis désolé de vous le laisser, mais c'est mon objectif. En fait, j'aimerais voir un maximum de gens et rencontrer un maximum de gens ce soir. Donc, ça évite d'avoir des discussions aussi tu sais, qui sont interminables. Puis à un moment donné, tu sais plus comment t'en dépatouiller parce que tu vois qu'il y a plein de gens autour de toi à qui tu veux parler, mais tu sais, t'es Ouais, dans la t'es discussion, tu sais pas pris. comment partir, quoi. Ah ouais, si Donc, t'annonces la à couleur. partir du moment où tu balances ton cadre, en fait, où tu as un objectif fixe dans ton réseautage, c'est beaucoup plus simple. Et moi, j'ai fait des projets absolument incroyables grâce au réseautage, comme Fruit d'Or, par exemple, où Ok. j'avais Ouais. rencontré Valérie Védrine de Masse Critique. Et puis, je sais plus comment c'était fait d'ailleurs, mais de mémoire, on avait déjà échangé aussi avant sur LinkedIn et tout. Et puis le réseautage, en fait, ça vient juste confirmer que, bah, tu sais, on a échangé, ah ok, tu sais, c'est beaucoup plus simple, soyons clairs. Et Ouais. puis de fil en aiguille, ben, ça t'amène des projets. Mais le réseautage, c'est clairement du long terme, alors que ton approche justement directe, ben, t'es straight to the point, quoi. Tu vas directement là où effectivement il y a la problématique. Mais souvent, malheureusement, je trouve que l'approche directe est mal perçue parce que justement trop directe. Hmm. Et tu sais, j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille, c'est pas le moment, quoi. Tout est dans l'art, je pense, de le faire percevoir Ouais. beaucoup moins direct. Et c'est là qu'il y a un peu d'art dans la science de la chose. Mais c'est vrai, le réseautage, on peut pas dire que ça marche pas. Ça marche pour beaucoup de gens, ça sert beaucoup de besoins. À un moment donné, il faut que les êtres humains se mettent ensemble pour faire des choses. En plus, l'approche du 15 minutes que tu décris, euh, ça cadre, c'est un peu la même chose. Je pense que ça dépend des industries. Je sais que la première méthode marche et qu'il y a des moyens de le faire. Je sais aussi que c'est pas pour tout le monde et qu'il y a son lot d'a priori, il y a son lot de Hmm. rejection là-dedans. Après, euh, ouais, c'est ça. Moi, je pense à des années où j'avais par exemple 1000 meetings, tu vois, Combien de temps? ou même, comment dire. Et ouais, clairement, c'était bon, l'équipe source des leads. Moi, j'arrive plus loin dans le processus, je fais la rencontre, le besoin a déjà été qualifié, Hmm. les gens ils sont contents d'être là parce que on va explorer le besoin, on n'est pas en mode pitch à tout prix. On avait vraiment assaini la chaîne de montage d'opportunités. Et moi, je passais des bons moments en meeting, pas de pression parce que je me mettais pas cette pression qu'il fallait que je convainque quelqu'un. Je n'étais pas du tout dans ce mindset-là. Parce que tu arrives après. Ouais, oui, c'est vrai, mais même au début, quoi que quand tu es en première ligne, dépendamment de l'approche que tu prends, tu sais, nous, on appelait quand même les gens pour gérer leur portefeuille. Donc, fallait vraiment trouver une façon d'adoucir le point d'entrée, puis on y arrivait. Mais c'est vrai que je pense qu'avec un processus, tu pourrais te retrouver à avoir 10 premiers meetings dans ta semaine où est-ce que tu as juste quelqu'un en amont qui te fait les contacts et que tu diagnostiques et que tu cadres bien. Et mettons, c'est juste les débuts d'après-midi que tu prends ces rencontres-là, ou genre Hmm. une après-midi ou une journée, et que derrière, ça te donne une machine de. Mais est-ce que après on peut prescrire pour les autres basé sur sa propre expérience? Tout ce que je sais, c'est que ça a marché pour moi. Ouais. Donc, Tu as plein de méthodes, je pense, aujourd'hui d'avoir de l'acquisition client. Tu as celle dont on vient de parler, mais tu as aussi celle que de plus en plus de gens font, qui est la création de contenu, ouais. où tu travailles ton personal branding et où à chaque fois que tu postes quelque chose de pertinent sur les réseaux, bah évidemment, ça ressort. Donc, tu sais, les gens le voient dans leur feed. Puis là, on parle de LinkedIn, on parle pas de TikTok, hein, soyons clairs. Mais à partir du moment où tu apportes une valeur ajoutée en proposant des contenus de qualité, toi, tu le fais justement aussi avec InPractice, c'est
un moyen d'avoir de l'acquisition sur le long terme, mais il faut une stratégie qui soit vraiment élaborée, c'est-à-dire, tu as un contenu que tu crées, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as un deuxième contenu et à un moment donné, tu sais, il faut avoir l'acquisition de leads. Donc, il faut que tes contenus ramènent, d'ailleurs, tu l'as fait avec tes films, il me semble, films et séries, il faut que tes contenus ramènent sur une plateforme qui puisse récupérer l'email, le courriel, pour pouvoir justement ensuite enchaîner sur la suite de ta stratégie. Mais faire du contenu pour faire du contenu, ça marche pas. Et Ouais. ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont pas encore compris. C'est-à-dire qu'ils publient, mais c'est quoi la suite, quoi? Comment tu récupères le courriel? C'est le courriel que tu veux récupérer. C'est c'est l'élément qui va te permettre de vendre, tu sais, potentiellement ton service ou ton produit ensuite. Et donc, il y a plein de moyens de le faire, évidemment. Il y a donc la création de contenu, il y a le SEO, il y a tu sais, la publicité, Google Ads, Facebook, etc. Bref, on va pas toutes les énumérer, mais c'est important, effectivement, de l'avoir en tête, quoi. C'est vrai que ça, on peut pas l'ignorer, puis on rentre dans une des zones d'expertise, c'est qu'on a parlé de développement d'affaires avec les autres approches, mais celle-là, elle est incontournable, impossible de l'ignorer. Et moi, je suis en train de l'apprendre aujourd'hui, justement, avec nos différents projets. Donc oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Je crois même qu'à l'époque, si j'avais pu me plonger dans la création de contenu, parce qu'à l'époque, je faisais déjà des formations HubSpot, je m'intéressais au marketing Ouais. de contenu assez tôt. Je veux dire, je n'étais pas Ben, ouais, pilier, ouais. mais quand même, il y a 7, 8, 9 ans. La conformité de mon industrie n'avait pas ça comme culture. C'était difficile de faire approuver des contenus et de les poster. Mais je suis persuadé que en bout de ligne, si tu livres de la valeur, c'est ça, c'est si tu donnes des choses pertinentes. On a tous des talents, après on les cultive et tout ça, et au bout d'un certain moment, certains d'entre nous arrivent à avoir vraiment des choses où d'autres gagneraient, je veux dire, dans ton domaine, par exemple, ce que j'apprends à ton contact avec ton intervention sur tu sais, le podcast, les projets différents qu'on a, c'est le fruit de... Enfin voilà, il y a quelqu'un qui est monté en haut de la montagne, puis qui a dit Ouais. Salut, moi j'ai vu, tu vois, je peux t'aider à voir, c'est juste. Mont Saint-Bruno, voilà. Petite Voilà, montagne. c'est ça. Mais ouais, ouais. Non, c'est sûr que ça aide, quoi. Ouais. Mais ces créations de contenu, c'est, je pense, une des stratégies les plus difficiles à mettre en place, mais les plus rentables à long terme, parce qu'une fois que c'est fait, une fois que tes contenus ils sont créés, mais ils sont créés, quoi. Donc, tu as juste une machine que tu dois alimenter, soit en publicité, soit en contenu X, pour relancer la machine et justement te permettre de générer des revenus. Puis l'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir des formations. Ça, Ouais. c'est sûr. Mais c'est un boulot absolument titanesque pour la mise en place. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne le font pas. C'est que c'est un boulot de dingue, quoi. Ouais, j'en prends conscience, par exemple, tu sais, à vouloir introduire de la création de contenu. Puis moi, le podcast, on dirait que c'est ce qui me vient le plus naturellement, ce qui me fait le plus de bien. Ouais. J'adore ces conversations, j'adore même les réécouter. Je réécoute les conversations. Fait que là, je me parle à moi dans la voiture en train de rentrer d'Oka. Salut FJ, comme on se recroise. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est du boulot. Poster sur Instagram pour promouvoir, faire ci, faire ça. Fait que là, moi, je suis en phase d'exploration. Est-ce que j'arrive encore à rencontrer certains milestones, que ça soit pour les studios de yoga ou ça, Mhm. il faut de toute façon, ou avec le podcast. Mais c'est vrai que les comptes Instagram, le côté, tu te dis, je vais me discipliner là-dessus. À un moment donné, il y a un nombre limité de choses dans notre vie où on peut être discipliné. Ça nous ramène à The One Thing. Exact. Il faut accepter à un moment donné de Encore dire lui. non pour un meilleur oui, Non, non, mais c'est ça. pas le choix. Donc, Mais c'est important d'être présent, mais c'est pas important d'être présent tout le temps. Tu sais, l'algorithme, il a bon dos, mais comme tu dis, tu sais, tu peux pas tout gérer. Par contre, si tu décides de gérer effectivement Instagram, tu fais que ça, quoi. Tu fais que ça tout le temps, et puis tu poses ta strat sur Instagram. Mais le problème d'Instagram, c'est que tu as un risque, c'est dès que l'algorithme il change ou dès que le Marco il décide de changer les règles, ben, t'as pas le choix que de t'adapter. Alors que si tu as ton propre truc derrière, tu peux faire comme bon te semble, quoi. Donc, tu es un peu plus flexible, on va dire. c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, les gens, ils peuvent faire appel à toi déjà pour être capable de mettre en valeur de l'impact, que ce soit Ouais, des c'est ça. marques de différentes tailles. Je pense que tu as une amplitude de capacité de production qui peut à la fois rejoindre la PME, même s'il y a quand même un certain niveau de prestation, jusqu'à même un certain niveau de tournage. Je veux dire, les compétences Mhm. Après, je pense que... Mais aussi, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, dans notre relation, c'est aussi un côté coaching de qu'est-ce qu'on va faire avec ça, c'est quoi la stratégie. Plusieurs fois, tu m'as dit,
ça, on peut le faire, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de te prendre ton argent et de le jeter Mais par non, les mais fenêtres, ouais. ça fait aucun sens parce que Ouais. je pense que tu es capable de projeter dans tes relations d'affaires un petit peu plus loin et juste qu'on dirait que t'aimes pas faire des choses qui ont pas de sens pour ton client. Tu me l'as dit, je me rappelle, tu m'as dit, aujourd'hui, les gens feraient pas appel à moi si je faisais pas, tu sais, s'il y avait pas une valeur. Donc, on dirait que tu es tout le temps en train d'essayer de mettre de la valeur dans ce qu'on fait. Ça donne un bon coup de pouce, franchement. Hein. C'est... Mais ça convient pas à tout le monde. Parce que tu vois, j'ai perdu des appels d'offres parce que j'étais pas capable de faire les choses, puis tu sais, de me taire, quoi. Mais tu sais, je suis pas comme ça, puis ça fait aucun sens. Mais puis un entrepreneur devrait pas dire ça parce qu'à un moment donné, il faut faire rentrer du chiffre d'affaires, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Non. Donc l'objectif, c'est de grandir ensemble, tu vois, puis de faire les choses pour que sur le long terme, ça soit bénéfique. Mais si c'est juste pour dire oui, puis tu sais, ça me fait penser à l'actualité, clairement. Il Mm. y a un nouveau scandale là, qui vient de sortir avec un nouveau logiciel qui est passé à je ne sais plus combien de millions en trop. Tu sais, c'est facile de donner. Je reviens à la production vidéo, c'est facile de donner tu sais, des estimatifs à des coûts dérisoires. Tu sais, et puis les entreprises, elles sont super contentes. Ok, ça coûte rien, trop bien, on va faire une super vidéo. Mais en fin de course, ça se passe jamais comme ça parce que soit le côté humain, ça marche pas en face, soit il y a un problème de compétence, soit il y a un problème de flexibilité, c'est-à-dire ah oui, le prix que je t'ai donné, c'est ça, mais par contre, dis que tu veux faire une modification, je te charge 4 fois le prix, quoi. Et donc, à un moment donné, tu sais, il y a cette relation de confiance qui doit avoir lieu entre entre deux acteurs, entre deux sociétés, deux entrepreneurs. Et puis, si cette relation de confiance, elle est fiable, elle est solide, tu Mm. sais, on peut accomplir n'importe quoi. Puis ouais, je pense que dans ce monde, on peut tous trouver justement cette relation saine, quoi, sans rentrer dans ouais, je te prends ton argent, puis ciao. Ouais. Mais peut-être que je suis encore une fois dans le monde des bisounours, mais j'y crois. Ah, je pense que tu as raison. Je pense que le gagnant-gagnant, ça, c'est un autre bon livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, qu'ils entreprennent ou Seven Habits Qu'il of. faut que je lise, ouais, exact. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup, vraiment, j'ai tellement écrit sur une copie que j'ai dû racheter une deuxième copie. Je pense que je l'ai lu 10 fois, franchement, ou plus. Mais Ok. bref, peu importe mais mon tempérament de fou. Le point, c'est qu'il dit il y a 3 habitudes qui sont par rapport à se gérer soi, 3 habitudes qui est par rapport à se gérer vis-à-vis des autres, et puis une dernière qui est de se ressourcer. Et dans la première, par rapport aux autres, ou une des premières, c'est penser gagnant-gagnant. Et ça, c'est vraiment une croyance en fait qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on acquiert. Mais ouais, Hmm. moi, je suis 100% pour le fait qu'en en gagnant-gagnant, tu peux. Tu peux vraiment, tu sais, il y a vraiment moyen d'élargir la taille du gâteau plutôt que d'essayer de taper une plus grosse part au détriment d'une autre personne. Et je pense que ces deux principes-là, ça, et de dire non. Oh, Ouais. combien il faut dire non. C'est... J'ai un ami en ce moment, il est dans le jus. Axel, si t'écoutes ça, il a une société de com qui marche super bien, vraiment bien. Il se met une barre à lui-même incroyable et ses clients sont d'envergure. Puis même quand il est dans des petits projets, il donne 3000% de lui-même. Il était ici cet été, et à un moment donné, puis là, il voulait relancer un peu le chiffre d'affaires de la société. Il était anxieux parce que c'était un peu le creux de août pour aller chercher des clients. Fait que là, il se met à prendre des appels, il filtre lui-même des prospects dans son organisation. Il a quand même une certaine envergure dans son agence. Et il prend plein de contrats. Résultat, en 2 semaines, je pense qu'il m'a dit on a pris 20 contrats. Et là, en ce moment, il me dit ça fait depuis 1 mois ou plus qu'il travaille. Il me dit je travaille de 7h30 le matin à 20h le soir, je triche pas. Puis le week-end, il travaille. Il m'a dit qu'il a fait 83 heures, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Puis Watch. là, il commence à arriver vers la fin. Là, il commence à se dire j'aurais voulu dire non un peu plus cet été. Ah ouais. Bref, hein, il fait de son mieux et c'est pas une critique, au contraire, mais je le titille. Mais ouais, dire non, des fois, ça Courage, teste ton Axel. courage, mais ça paye toujours. Ça paye toujours. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des projets. Tu sais, moi, je pense toujours en est-ce que ce projet a évidemment un intérêt financier, mais est-ce que ce projet peut me permettre d'aller chercher d'autres projets? Puis ça, c'est hyper intéressant parce que ton copain, si je dis pas de bêtises, il est dans le médical, hein, essentiellement. Oui, ouais, il va Ouais. beaucoup dans cette niche scientifique Ok. et Et du coup, à partir du moment où tu sors de ta niche,
Donc ça fait partie des projets sur lesquels tu ne peux pas ou tu ne vas pas communiquer parce que si c'est un choix stratégique, tu ne veux pas aller communiquer sur une autre niche que celle pour laquelle tu te défends corps et âme. Et ça, c'est, je pense, un point assez important parce que à chaque fois, tu vois, en tout cas, je parle pour moi là, mais à chaque fois que j'ai un projet, je peux communiquer dessus et chaque projet m'amène quelque chose soit de plus grand, soit dans une autre branche, mais toujours dans la même niche. Ouais. Mais je pense que c'est important justement, tu parles de dire non. Si le projet sur lequel tu vas travailler n'a aucun objectif stratégique ou aucun bienfait stratégique par rapport à ton entreprise et à ta niche, Ouais. faites-le pas, quoi. Sauf si évidemment il faut manger et puis là, t'as pas le choix, mais euh, je- enfin, il faut se permettre d'aller toujours dans la direction justement et de pas oublier tu sais, c'est quoi la strate de base dans laquelle j'ai voulu aller. Ouais, là j'ai un sourire sur la face parce que je me suis mis à penser à plein de déclinaisons de il faut mettre du beurre dans les épinards, j'étais Ouais. comme il faut mettre du beurre dans les épinards, il faut mettre de la sauce dans la poutine, je suis comme je m'arrête là, mais là en tout cas, mais ouais, c'est clair. Puis parce que ça on n'en a pas parlé en développement de clientèle, mais c'est aussi ton bassin de gens avec qui tu fais des projets, c'est la meilleure source à un moment donné quand tu l'as grossi suffisamment et que ce bassin-là t'amène Mm. les prochains projets. Toi, tu perds plus ce temps-là à aller chercher des clients. C'est gagnant pour tes clients parce que tu mieux les servir Ouais. et être plus en phase avec ce qu'ils font, avec ton expertise, amène les prochains. Donc, non, c'est ça. Puis, on parlait de gestion du temps. Je pense que tu as une journée bien occupée puis on a une bonne conversation qui s'étire peut-être pour toi. Moi, j'ai pas plus de contraintes, mais non, c'est vraiment un thème intéressant. Est-ce que toi, en tant que papa, parce que tout ce que tu fais, tout ce qui te ramène concrètement au fait que là, ce soir, tu rentres à la maison avec ta femme, ta fille qui a la gastro depuis 13 jours, C'est ça, mon pitou. ton pitou, et tu m'as dit l'autre fois, on est allé prendre un café, que tu sais, tu manquais pas grand-chose, tu as la chance de vraiment vouloir être là à la maison avec ta fille, et ça, peut-être en mot de la fin, comment tu vis cette partie-là qui est quand même relativement nouvelle. Ça, je pense que ta fille, elle va avoir 1 an. Euh, Ouais, pas encore en janvier, ouais. 1 an en janvier. Euh, je- c'est une bonne question parce que tu vois, mon père, lui, était souvent absent. Il a bossé comme un acharné toute sa vie. Donc, tu sais, dans quel domaine? il était dans l'événementiel à l'époque. Ok. Puis c'est une société qui s'appelle GL Evans, qui est aujourd'hui pas le monopole, mais qui est une entreprise assez c'est implantée, en tout cas dans le domaine de l'événementiel et de l'organisation de salons. Ok. Et puis, il partait des semaines entières, puis parfois on ne le voyait pas le week-end. Et ça, c'est clairement pas quelque chose que je veux reproduire avec ma fille, mais ça nous ramène aussi encore à The One Thing, Ouais. parce que quand tu montes un business, tu peux pas, tu sais, le côté vie privée, vie pro, ça marche pas, quoi. Tu peux pas gérer les deux en même temps pour justement faire des choses extraordinaires. Mais par contre, d'avoir cette balance entre ta vie privée et ta vie pro, et puis jouer avec ça, je trouve ça hyper important. Et ça, par contre, en tant qu'entrepreneur, c'est un luxe parce que aujourd'hui, je passe du temps avec ma fille, je la vois tous les jours. Puis en plus, je travaille essentiellement de la maison, donc je suis tout le temps là pour elle. Quand il y a besoin, tu sais, c'est moi qui vais la poser à la garderie, etc. Quand elle est malade, je peux m'en occuper. Mais il y a aussi ce côté, à un moment donné, il faut mettre un gros coup de fouet du côté pro. Puis c'est là où justement la vie de famille est hyper importante. Puis la relation avec ta moitié est aussi importante parce que tu sais, on peut compter l'un sur l'autre. Aujourd'hui, c'est ma femme qui gère notre fille. Demain, si elle va pas bien, c'est moi qui reprends le relais. Puis, tu sais, ma femme, elle est deuxième d'un hôtel, donc elle a du job. Elle a un poste de direction, donc elle, tu sais, elle peut pas se permettre non plus et tout. Ouais, Mais vous êtes 2 professionnels à la maison. Elle a c'est chacun, tu sais, on balance comme on peut, mais ouais, c'est important, je pense, d'être présent pour ses enfants, même si on a un business et qu'on doit, tu sais, développer l'activité. Il faut pouvoir jauger et tu sais, si on passe plus de temps au niveau pro, bah, après, peut-être qu'on peut balancer pour passer un peu plus de temps au niveau perso. Mais le côté, je vois jamais mes enfants parce que le boulot est trop important, j'y crois pas du tout. Puis à un moment donné, de toute façon, ça pète. Donc, tu sais, sur le long terme, ça marche pas non plus, quoi. ouais, c'est comme justement un des trucs dans ce livre où que disait Éric Léger justement Ouais. dans le podcast, c'est qu'il disait moi en bout de ligne, en fin de course, j'aimerais qu'on se rappelle que j'ai été une bonne personne. Bah ouais. Et
des fois, de se donner cette perspective-là, de se dire, OK, en bout de ligne, moi, ce matin, je regardais, j'étais dans le rush un peu du matin. Comme toujours, parfois, je trouve que ça va pas assez vite. On pourrait plus optimiser tel moment. Mais après, je regarde les photos sur le frigo et je sais pas, il y a quelque chose de familier, de confortable à regarder ça. Et je me suis juste attardé à ce petit moment où je trouvais le regard de notre cuisine, de notre environnement paisible et réconfortant. Et je me suis dit, finalement, ça va être de ces moments que je vais me souvenir. Donc, prends le temps de les vivre. Et Puis donc, une fois qu'ils sont passés, ils sont passés. Enfin, je veux dire, c'est pas quand tu seras en fin de carrière avec tout l'argent du monde que tu pourras les retrouver, quoi. C'est terminé, tes enfants, ils sont grands, puis c'est trop tard, quoi. ouais, bah écoute, en tout cas, c'est bien intéressant de discuter un petit peu de tout et de rien dans un sens. On a quand même des sujets ciblés, mais qui vont de l'un à l'autre. Je pense qu'on comprend mieux ce que tu fais, ce que tu vis, puis des enjeux reliés à la vidéo, à la photo et à l'entrepreneuriat. Donc, ouais, c'était une belle occasion de se plonger dans ce monde-là. Bah, merci. Bah, j'espère qu'on aura d'autres conversations comme ça. Ouais, Merci plaisir. merci de t'être prêté à ce jeu-là. Merci beaucoup.